C'est la raison pour laquelle ce problème du changement climatique fait périodiquement l'objet de réunions internationales dans le cadre de la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique. Ensuite, 3 variables sont disponibles pour réduire ces émissions. Le progrès technologique, qui permet de réduire les émissions unitaires, la substitution au niveau des sources d'énergie primaires, les économies d'énergie provenant de modes d'organisation et de développement différents de la société. Mais nous n'en prenons pas le chemin. En effet, dès lors qu'il faut arbitrer entre le court terme incitant à une grande consommation d'énergie, par exemple la construction d'une autoroute, d'un nouvel aéroport, une baisse d'impôts pour inciter les gens à consommer plus, etc., et le long terme, qui supposerait que l'on freine la consommation d'énergie, ce qui voudra souvent dire qu'il faut freiner la consommation matérielle tout court, via la création de taxes ou la hausse des taxes existantes par exemple, c'est très souvent le court terme qui est privilégié, surtout en période de crise, comme on voit actuellement. Il est donc extrêmement improbable que, sans volonté explicite, nous arrivions rapidement à une baisse significative au niveau mondial des émissions de gaz à effet de serre. En fait, je devrais dire une baisse significative et volontaire, car une telle baisse arrivera de toute façon comme conséquence de la finitude des stocks. Une baisse significative s'entend comme une diminution de moitié, voire plus, en quelques décennies des émissions mondiales. En ce qui concerne la préparation aux conséquences inéluctables, la difficulté qu'il y a à donner des prédictions régionales détaillées limite les recommandations pour renforcer la robustesse de notre civilisation à des choses très générales. Il faut diversifier l'agriculture pour la rendre moins vulnérable et disposer d'espèces que l'on peut espérer adapter à des conditions climatiques différentes des conditions actuelles. Il faut augmenter la résistance aux infrastructures indispensables, dont celles liées à la production et à la distribution d'électricité, au vent et à l'excès ou au contraire au déficit d'eau, aux incendies. Mais soyons clairs, toutes les autoroutes et tous les aéroports ne sont pas indispensables. Par contre, je mettrai plus volontiers les voies ferrées dans cette catégorie. Renforcer les défenses anti-feu dans les forêts, reconstituer les stocks de tout et n'importe quoi, car le flux tendu suppose des voies de communication en bon état et de l'énergie abondante. Ne pas construire en zone inondable, les inondations vont très certainement augmenter, développer la pisciculture sans choisir des espèces carnivores nourries avec des poissons pêchés, ce qui n'est alors qu'un déplacement du problème. Et l'exercice n'a pu être fait souvent, la longue liste est ouverte. Mais quels sont donc les objectifs des négociations internationales? Les négociations internationales sur les émissions de gaz à effet de serre ont pris place depuis la Convention de Rio sur le climat, dite encore Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique, signée en 1992 par à peu près tous les pays du monde lors du sommet de la Terre. L'une des conclusions essentielles de cette Convention sur le climat était qu'il fallait stabiliser les concentrations de gaz à effet de serre dans l'atmosphère à un niveau qui empêche toute perturbation anthropique dangereuse du système climatique. Anthropique, ça veut dire fait par l'homme. Entre 1992 et 1994, cette convention de Rio a été ratifiée par 175 États, c'est-à-dire à peu près tous les pays du monde, dont les USA et la communauté européenne. La convention climat ne contient cependant pas d'éléments sur ce que devrait être le niveau auquel on stabilise les gaz à effet de serre. Le rythme de baisse des émissions pour parvenir à cet objectif, la répartition de l'effort entre les divers pays et, plus généralement, ne contient pas de mesures concrètes permettant d'arriver au but fixé. Elle a confié les discussions de ce genre de détails à des négociations ultérieures devant prendre place lors des réunions périodiques des signataires de la Convention. Ces réunions de tous les signataires de la Convention climat s'appellent dans le jargon de la Convention des Conference of the Parties ou COP. En pratique, il y en a une par an. Voici sur ce tableau la liste des conférences of the parties depuis 1995, la première ayant eu lieu en Allemagne et la dernière aura lieu à Copenhague au Danemark. Si la Convention climat n'a pas fixé de calendrier précis ou de répartition précise de l'effort, elle a cependant séparé les pays signataires en 2 catégories. Ceux qui sont au moins officiellement prêts à s'engager à réduire leurs émissions font partie de l'annexe 1. Il s'agit essentiellement des pays développés et des pays en transition, les pays de l'Europe de l'Est. Les autres sont ceux qui ne sont pas prêts à s'engager pour réduire leurs émissions. Il s'agit essentiellement des pays en voie de développement, mais pas seulement. On y trouve aussi la Corée du Sud, par exemple. Pour des mesures concrètes, la Convention a renvoyé cela à des protocoles, c'est-à-dire des annexes à venir détaillant justement les points laissés de côté au moment de la signature à Rio. La Convention climat précisait cependant que ces protocoles additionnels pouvaient très bien ne pas être signés par tous les pays.
Le protocole de Kyoto, adopté en 1997 et ratifié de 1997 à 2004, est l'un de ces protocoles. Les pays qui ne l'ont pas ratifié, dont les États-Unis, se retrouvent alors dans une situation un peu particulière. Ils se sont engagés sur l'objectif de participer à la stabilisation de la concentration de gaz à effet de serre, sans dire comment et à quelle vitesse ils allaient le faire. Un objectif quantitatif inexistant pour le moment. Comme nous l'avons vu plus haut, la Convention de Rio ne définit l'objectif à atteindre que de manière qualitative. Il s'agit de rester sous le niveau qui empêche toute perturbation anthropique dangereuse du système climatique. Malheureusement, cette formulation n'est pas suffisante pour passer à l'action, car personne ne sait quelle est la concentration de gaz à effet de serre qui empêche toute perturbation anthropique dangereuse du système climatique. Les niveaux auxquels nous sommes déjà sont déjà sans précédent dans l'histoire humaine. Il est donc strictement impossible de s'inspirer du passé pour savoir où est le seuil en dessous duquel nous ne courons aucun danger. Vu l'effet retard du réchauffement par rapport aux concentrations de gaz à effet de serre, nous avons peut-être déjà largement dépassé la cote d'alerte pour éviter les catastrophes majeures dans un futur plus ou moins lointain. Le danger ne provient pas seulement du niveau de CO2 auquel nous parviendrons, il y a déjà eu des concentrations fortes avant l'apparition de l'homme, mais surtout de la vitesse à laquelle nous y allons. En forçant le système climatique à un rythme inconnu dans le cadre des évolutions naturelles récentes, nous risquons d'enclencher des déplacements d'équilibre violents et incontrôlables. En conséquence de ce qui précède, les engagements annoncés à Kyoto de diminuer d'ici 2008-2012 les émissions des pays développés à 5,2% ne constituent pas une réponse élaborée scientifiquement pour se couvrir d'un risque dûment identifié. Il s'agit simplement du résultat de négociations politiques sur la base du constat qu'il faut faire quelque chose et qui résulte surtout de ce que chacun était prêt à faire en arrivant à Kyoto. C'est donc un premier pas indispensable qui a l'avantage de donner une impulsion incontournable. Il est en effet difficile de diviser par 2 avant d'avoir réduit de 5% à l'évolution en cours, mais qui reste insuffisant en regard de ce qu'il faudra faire un jour. Il y a cependant un mot essentiel dans cette formulation de la Convention climat, c'est celui de la stabilisation. En effet, le simple fait de stabiliser la concentration en CO2, ce qui est indispensable pour stabiliser la perturbation de l'ensemble des gaz à effet de serre, suppose de diviser les émissions mondiales par au moins 2. L'objectif est donc extrêmement ambitieux si on accepte le CO2 qui pourrait être capturé avant d'être envoyé dans l'atmosphère. Cela signifie qu'il faut parvenir à diviser volontairement la consommation de gaz, de pétrole et de charbon par 2 au niveau mondial. L'alternative à ceci n'est pas une consommation qui va croître indéfiniment, bien sûr. C'est juste la garantie d'une diminution involontaire. Mais qui s'est engagé sur quoi? Comme expliqué plus haut, le protocole de Kyoto est le premier geste annexé à la Convention climat qui contient les objectifs quantitatifs et un calendrier. L'objectif global est que le pays de l'annexe 1 diminue collectivement leurs émissions de 5,2% par rapport au niveau de 1990. La date à laquelle il faut parvenir à cet objectif est présentée de manière inhabituelle. Ce n'est pas une durée précise qui est indiquée, mais une fourchette de date qui est 2008-2011. Ce que cela signifie, c'est que chaque pays qui souscrit à un objectif doit y parvenir en moyenne entre 2008 et 2012, ou plus exactement, que si l'on fait la moyenne de ses émissions sur la période 2008-2012, cette moyenne doit être inférieure de X%. X% étant l'engagement du pays à la valeur de 1990. Si l'objectif de Kyoto est global, cependant, chaque pays n'a pas pris l'engagement au même niveau en ce qui concerne ses émissions. Certains d'entre eux ont même pris l'engagement d'augmenter leurs émissions. En fait, l'engagement est de ne pas les augmenter plus que ce qui est indiqué. Mais comme nous le verrons ci-dessous, même cela n'est pas en voie de se faire pour certains d'entre eux. On voit la liste de pays signataires. L'Allemagne, par exemple, s'est engagée à moins 21%. Sur ce nouveau graphique, on voit la Nouvelle-Zélande qui a dit qu'elle n'augmenterait ni ne diminuerait pas ses émissions. Quant aux USA, ils se sont engagés à moins 7%. Mais quand est-ce que cela commence? L'une des dispositions du protocole de Kyoto indique que ce texte deviendra contraignant pour les pays qui l'ont ratifié lorsque 55 pays au moins, représentant au moins 55% des émissions mondiales de 1990, auront ratifié ce protocole. En septembre 2003, le nombre de 55 ratifications n'était plus un problème. Près de 100 pays avaient alors ratifié le protocole. Mais les États-Unis se sont retirés du processus et la Russie n'avait pas encore ratifié ce texte. À eux deux, ces pays représentent plus de 45% des émissions mondiales en 1990 et donc, le protocole de Kyoto ne pouvait entrer en vigueur tant qu'aucun de ces deux pays ne le ratifierait. La ratification de la Russie a donc changé la donne.
En permettant de franchir le seuil fatidique de 55% des émissions mondiales de 1990, et le protocole aura donc force de traité pour les signataires à partir de février 2005. La position des USA ne peut être considérée comme définitive. On le voit avec l'élection d'Obama, même s'il est à peu près certain que le protocole de Kyoto ne sera jamais ratifié par ce pays. En 2002, les émissions de gaz à effet de serre avec puits étaient de 20% supérieures à celles de 1990, alors que leur engagement était une baisse de 7%. La différence, plus de 25%, étant totalement irrattrapable de manière volontaire en 5 ans.